Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Mediapart, bienvenue dans Maghreb Express. Oulad el-Haram, les enfants du péché, c'est ainsi qu'on désigne en arabe au Maroc les enfants nés hors mariage. Ces deux et de leur mère célibataire, condamnés à vivre dans la honte, le rejet, la culpabilité que nous allons parler aujourd'hui. Nous allons en parler avec une femme engagée, une cinéaste marocaine, Mariam Touzani, qui sort un film en France ce mercredi 5 février, Adam. Nous allons en parler avec elle et revenir sur les conditions terribles dans lesquelles vivent ces femmes et ces enfants au Maroc. Bonjour Mariam. Bonjour. Merci d'être venue jusqu'à nous. C'est donc la promotion puisque Adam est sorti au Maroc il y a une quinzaine de jours et ce mercredi 5 février, c'est la sortie en France. Ce film a déjà un parcours dans les festivals assez impressionnant, beaucoup de récompenses. Je vous propose qu'on regarde ensemble la bande-annonce. قلب على خدمة ما محتاجاش لعوين. واش معولة دوزي لي لعنا قدام داري؟ لا شوية غنمشي للكافي نباتي. ماما ديالك عجباتها الكرتكواري؟ لا غنخليك دوزي عندي يومين ولا 3 أيام على ما ترجعي لداركم. لا تقلبي على هذاك اللي عاملك. شي داكشي اللي كيسحب. ما بغيت نعرف وين. صابت لك رزازة. هاد الرزازة ديال الدار؟ ماما بعتهم كاملين. شي عليا هادشي. هي قلتي لي ماما كازيزة عليها بردا. ولكن ما بقاش كتسمعها ملي بابا مات. وانتي في الصباح سيري بحالك. سمعت بواحد المرة كتاخد الدراري الصغار وكتلقى لي يربيهم. شنو ندير؟ نخليه يتولد بلا سمية ولد الحرام. إلا بقى معايا حياته غتضيع ولا عطيتو عمرني ما نعرف شنو غيكون. هزال تقدري ترجعي له. Derrière ce prénom prophétique et masculin, vous nous racontez l'histoire de Samia, qui est jouée magistralement par Nisrine Erhadi, une jeune mère célibataire qui se retrouve seule avec son bébé dans le ventre et sa détresse. Elle erre dans la Médina de Casablanca à la recherche d'un toit et d'un travail. Elle se heurte à des portes fermées partout. Finalement, une femme, Abla, qui est jouée ici à nouveau magistralement par Loubna Azabal, va lui ouvrir sa porte. Comment ce sujet s'est imposé à vous, ce sujet des mères célibataires? Alors justement, ce sujet s'est imposé à moi parce que la vie a fait en sorte qu'il s'impose à moi. Il y a bientôt 17 ans, j'ai rencontré une femme célibataire, une mère célibataire, que mes parents avaient accueillie quand elle avait fui son village et qu'elle a atterri à Tanger. Et donc, ils se sont retrouvés face à une situation assez improbable avec cette jeune femme qui tapait à notre porte, qui était totalement désemparée, désespérée, apeurée. Et voilà, ils se sont dit qu'ils ne pouvaient pas la laisser repartir dans cet état-là. Donc elle est rentrée chez nous, c'était censé durer quelques jours. Et puis ces quelques jours se sont transformés en quelques semaines. Et au final, elle est restée avec nous jusqu'au moment où elle a accouché. Et jusqu'au moment où elle a donné son enfant en adoption. Et je suis allée avec elle pour donner cet enfant. Comme vous pouvez imaginer, c'est quelque chose qui m'a profondément marquée, qui m'a bouleversée même. Et voilà, j'ai porté cette femme en moi pendant toutes ces années. Jusqu'au jour où je suis devenue mère moi-même et que j'ai ressenti dans ma propre chair la violence de ce que cette femme avait vécu. À quel point c'était inhumain, cruel d'obliger une femme à donner son enfant. Pas parce qu'elle n'en avait pas envie de le garder, mais parce qu'elle n'avait pas un autre choix. Parce que la société décidait à sa place. La société et la loi, j'aimerais qu'on s'y arrête. Quelques chiffres. Donc nous sommes au Maroc, un pays qui condamne pénalement les relations sexuelles hors mariage et l'avortement. 50 000 enfants naissent chaque année hors mariage, dont plus de 8 000 qui seraient abandonnés immédiatement selon des associations de droits des femmes. Des dizaines finissent aussi dans des poubelles et dans des orphelinats. C'est vraiment terrible comme situation.
à la fois par crainte des autorités, mais aussi par peur des représailles de leur propre famille. On a également entre 600 et 800 avortements clandestins qui sont pratiqués chaque jour. Et un rappel, en 2018, pour le dernier chiffre en date, plus de 14 500 personnes ont été poursuivies au regard de l'article 490 du Code pénal qui punit de prison les relations sexuelles hors mariage. Quand on est une citoyenne marocaine, une femme, qui plus est une cinéaste, une artiste engagée, qui documente ces droits des femmes bafoués, comment on ressent ces faits-là ? On est révolté, on est indigné, et puis justement, c'est des choses qu'on ne peut pas faire taire. On a beau essayer, moi en tout cas, c'est quelque chose qui m'indigne au plus haut point. Et c'est pour ça que j'ai envie d'en parler. J'ai envie d'en parler parce que voilà, j'arrive pas à faire autrement. Donner une voix à ces femmes, les faire exister aussi, faire exister leur lutte à travers le cinéma, à travers l'image, pour moi a un vrai sens. C'est votre premier long métrage, mais ce n'est pas le premier film sur lequel vous travaillez. Vous avez participé à l'écriture de Much Love, un film qui a fait grand bruit au Maroc et au-delà, qui était réalisé par le cinéaste Nabil Ayouch, qui se trouve être également votre compagnon. Dans Much Love, on questionnait la place des prostituées au Maroc, la question de la prostitution. Vous avez également coécrit Ratia, un film dans lequel vous jouez également le rôle d'une femme qui se bat pour ses droits, pour disposer de son corps de femme et de sa liberté. Arrête. يوصف السيري طيحي ما بحبسكش. كنت نمشي اللغة إلا حرمتيهم من الصوت. كيمشي الإيمان إلا حرمتيهم من الحلم. Est-ce que depuis 2015 et le fracas qui a accompagné la sortie de Much Love, la condition des femmes s'est améliorée au Maroc? Moi, je dirais qu'on est encore dans une situation de grande difficulté parce que c'est vrai qu'il y a des petites avancées, mais après, on recule très rapidement et on recule beaucoup parfois, beaucoup plus que ce qu'on avance. C'est vrai qu'après Much Loved, les langues se sont déliées. Il y a eu quelque chose d'assez extraordinaire et je pense que Much Loved a réellement marqué les mentalités. Et il y a eu clairement un avant et un après Much Loved. Des choses qu'on ne pouvait pas dire avant, qu'on a commencé à pouvoir dire derrière. Et ça se voyait partout à travers des articles, à travers des reportages à la télé, justement, de prostituées qui pouvaient parler, qui se raconter leur vécu. Et c'était des choses qu'on n'avait jamais vues avant. Donc, quelque part, il y a une sorte de liberté qui s'est emparée de la société, de la parole de la femme. Et ça, c'était très, très beau à vivre. Après, c'est vrai que à l'époque de Razia, nous, ce qu'on a ressenti très fort aussi, c'était ce que j'ai ressenti moi aussi très fort en tant que femme, c'est que ma place dans la société se réduisait. Ma place se réduisait, notamment dans l'espace public. Et que ce qu'on avait le droit de faire, de dire en tant que femme, de revendiquer, on pouvait le faire que derrière des portes closes. Et c'est là, justement, où on a commencé à écrire Much Loved, Razia avec Nabil, après Much Loved, après la violence qui a surgi après Much Loved, parce qu'il y a eu aussi quelque part une prise de conscience, je pense, réelle par rapport à ce qu'on vivait au Maroc, et donc un désir de parler de ça. Mon personnage dans Razia est celui d'une femme qui se bat pour être libre, qui se bat pour exister comme elle le sent, comme elle a envie, de disposer de son corps comme elle a envie, de fumer quand elle le veut, de danser quand elle le veut, de s'habiller comme elle le veut. Et c'est des choses qui peuvent paraître acquises partout, mais pour nous, ça peut être des vraies luttes parfois au quotidien. C'est des petites luttes, mais qui ont un sens très profond. On le voit très bien d'ailleurs dans votre film, votre premier long métrage. On va s'arrêter sur sa forme et sur ce huis clos que vous nous offrez, qui est donc un huis clos de femmes. Samia,
Abla, et cette Warda, qui est un très beau prénom et qui signifie en arabe la rose. Et Warda va faire le lien. C'est elle qui va ouvrir les cœurs, puisque là, on est face à deux solitudes prises dans la violence du quotidien, de la société, de la loi. Pourquoi avoir mis ces deux femmes, ces deux solitudes en conversation? Est-ce que en choisissant de mettre Abla face à Samia, il y avait aussi la volonté de montrer comment les femmes au Maroc pouvaient être cadenassées aussi ou... Alors moi je pense que c'est venu, c'est-à-dire moi je savais clairement quand j'ai commencé à écrire le film pourquoi le personnage de Samia était là. Et justement parce que cette femme m'avait inspiré ce personnage-là. C'était quelque chose que j'avais vécu de manière assez intime, assez personnelle. Donc je comprenais d'où venait ce personnage-là. Par contre, quand Abla a surgi dans l'écriture, j'ai mis du temps à comprendre le pourquoi. Mais c'est parce qu'entre-temps, j'avais vécu des choses aussi dans ma vie. J'avais vécu le décès de mon père. Et Abla est un personnage, est une femme qui est restée figée dans le passé, qui n'a pas réussi à faire son deuil, qui n'a pas réussi à faire face à sa douleur. Mais parce que, quelque part, elle n'a pas pu vivre ce deuil comme elle l'aurait voulu, parce qu'elle est femme. Et voilà une phrase qui m'a beaucoup marquée dans votre film, justement, où elle explique que même la mort, même l'enterrement, on nous le confisque à nous les femmes. C'est-à-dire qu'elle n'a pas pu accompagner jusqu'à sa tombe son mari, puisque l'enterrement est chasse gardée pour les hommes au Maroc. Justement, ça c'est une chose qui me blesse. Ça c'est une chose qui me blesse parce que d'un côté, on a une femme à qui on vole la vie, la naissance, cette vie qu'elle porte en elle, et d'un autre côté, on a une femme à qui on a volé la mort de son époux. Et c'est-à-dire, personne n'a le droit de pouvoir nous voler ces choses-là. Et je vois des femmes autour de moi vivre ça et souffrir en silence. Et ne pas pouvoir agir, ne pas pouvoir briser ces tabous, ne pas pouvoir se dire, bah voilà, moi j'ai perdu mon père, j'ai perdu mon frère, j'ai perdu mon fils, je vais aller au cimetière. Je m'en fiche. Oui. Et ça, c'est très difficile à vivre, c'est-à-dire pour une femme comme moi, de voir ça autour de moi, c'est une chose qui me blesse profondément. Donc justement, j'ai voulu parler de ça à travers ce personnage de Abla. Mais j'ai voulu en parler, c'est-à-dire je me suis retrouvée à en parler de manière inconsciente, parce que ça venait vraiment de choses que je ressens à l'intérieur. Est-ce que cette vulnérabilité, cette fragilité, cette violence envers les femmes, elle concerne essentiellement toutes les femmes ou avant tout les femmes des milieux les plus modestes, les plus défavorisés, dans ce Maroc réputé très inégalitaire? Vous savez, je proviens d'un milieu cultivé. Je suis entourée de femmes qui ont fait des études à l'étranger, qui ont les moyens, qui sont indépendantes. Je ne connais aucune femme dans mon milieu qui puisse aujourd'hui assumer, par exemple, le fait d'avoir un enfant seul. Je crois que ça en dit long sur ce qui se passe aussi dans notre société. Il y a quelque chose de, justement, dans cette pression sociale qu'on vit qui dépasse les classes sociales. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que c'est évident qu'une femme qui n'a pas les moyens n'est pas dans la même position qu'une femme qui a les moyens, parce que quand on a les moyens, on peut aller se faire avorter à l'étranger, on peut aller chez un médecin, justement chez un gynécologue au Maroc, même si c'est pas légal, et trouver un moyen de se faire avorter dans des conditions bien, alors que quand on n'a pas les moyens, eh ben, au final, ou on se retrouve enceinte et on est obligé de garder son enfant, ou bien voilà, on se retrouve à se faire avorter avec un médecin qui n'est même pas médecin, dans des conditions atroces. Et voilà, donc du coup, c'est sûr qu'on n'est pas sur le même point d'égalité. Mais vous avez raison, ce qui dérange avant tout, c'est le fait, la femme seule, en fait. Une femme, et je dis ça au Maroc, mais au-delà, au Maghreb et bien au-delà du Maghreb, une femme seule pose problème une femme seule peut pour les sociétés. Oui, une femme seule pose problème. Et le problème, c'est que cette femme seule peut venir de n'importe quel milieu social. Elle aura d'autres difficultés à affronter, mais elle aura quand même des difficultés. On parlait de mort tout à l'heure, du fait de ne pas pouvoir aller dans le cimetière, enterrer l'être quand même. Moi, encore une fois, dans les milieux un peu aisés, milieux que je connais, milieux favorisés, je ne connais pas de femme qui fasse ça. Et pourtant, je veux dire, si
si nous, soi-disant, qui ont eu droit à une éducation, qui pouvons nous exprimer sur certaines choses, qui sommes indépendantes aussi, qui ne dépendons pas forcément des hommes pour vivre, si nous n'arrivons pas à assumer certaines choses, comment est-ce qu'on peut s'attendre à ce que d'autres femmes qui n'ont pas les moyens, qui sont un petit peu, qui souffrent d'autres maux, puissent le faire? Alors ceci s'explique aussi par un Maroc qui est tiraillé entre modernité d'un côté et tradition rétrograde, liberticides, qui vont avec l'appui même d'un code pénal pour aller vers cela. Oui, mais tradition qu'on doit remettre en question, justement, parce que ce film est un film où j'ai eu envie de parler de tradition, mais aussi de traditions qui sont belles. Par exemple, cette Erziza dans le film est une tradition que j'ai eu envie de mettre en valeur, parce que je la trouve très belle. Alors racontez-nous la Erziza, ce que c'est justement. Je vais vous raconter ça, mais je voulais vous dire aussi que je pense qu'il y a des traditions qu'il faut remettre en question. Il y a des choses qu'on transmet de génération en génération, et beaucoup de femmes transmettent ces choses-là aussi, parce que la transmission se fait essentiellement, je pense, à travers les femmes, et beaucoup de fois on transmet des choses que je pense il faut remettre en question avant de continuer à les transmettre. Et vous avez choisi donc cette tradition de la Aziza, qui est une tradition culinaire, une pâtisserie délicieuse et extrêmement difficile à faire, hein, pas simple. Si, là pour le cas, c'est une tradition que j'aimerais voir perdurer, parce que je pense qu'on est en train de perdre beaucoup de choses qui nous définissent, qui font partie de notre culture justement, mais toutes ces belles choses qui font partie de notre culture qu'on perd parce qu'on vit une époque où tout va trop vite et que voilà, on ne s'arrête pas sur ces choses pour les préserver. Donc oui, j'ai eu envie de rendre un hommage à cette Erziza-là qui se fabrique presque plus, en tout cas de manière traditionnelle comme on le fait dans le film. Oui, tout à fait. Alors on ne peut pas parler d'une autre affaire qui a provoqué un électrochoc au moment où votre film faisait sa tournée dans les festivals, et une très belle tournée. C'est cette affaire Hajar Raisouni, du nom de cette journaliste marocaine qui a été jetée en prison pour relations sexuelles hors mariage et avortement illégal. Elle a, au bout d'un mois d'une mobilisation inédite, tant au Maroc qu'à l'international, elle a fini par être graciée par le roi du Maroc, mais il n'empêche qu'elle reste encore aujourd'hui coupable de cela. Alors que derrière, c'est l'histoire d'abord d'une journaliste qu'on a voulu museler. Comment vous avez vécu cette affaire, alors que sortait votre film Adam, qui braque les projecteurs sur la situation faite aux mères célibataires et sur le tabou de l'avortement? C'est une affaire que j'ai vécue, comme vous pouvez imaginer, avec beaucoup d'émotions, parce que voilà, je voyais quelque part à travers cette affaire se matérialiser toutes ces choses que je ressentais en tant que femme, toutes ces choses que je vois autour de moi qui m'indignent, et voilà. Et ce qui était très beau dans cette affaire, c'est de voir à quel point la société civile a été réactive, à quel point elle s'est mobilisée à travers toutes ces pétitions, ces sit-ins, ces manifestations, et de voir aussi des femmes aller au-devant de la scène et prendre la parole et défendre cette autre femme, justement. Donc il y avait quelque chose de très beau là-dedans. Après oui, c'est magnifique, Hajar Raisouni a été libérée, elle a été graciée, comme vous dites, c'est très bien, mais en même temps, comme elle, il y en a des milliers qui restent derrière les barreaux. Donc oui, c'était à double tranchant. Après, encore une fois, c'était beau de voir cette énergie, en fait, qui s'est emparée de la société civile marocaine. Alors, on a cru qu'il y aurait un débat, puisqu'il y a eu un embryon de débat au sein de la société civile, mais cette grâce est venue un petit peu le sanctionner ou le couper. Est-ce que votre film, par exemple, aujourd'hui, qui est sorti il y a 15 jours au Maroc, pourrait ouvrir ce débat, ou le réouvrir, en tous les cas, durablement? Je pense que oui, je pense qu'en tout cas, c'est-à-dire, je pense qu'il contribue déjà à ce débat-là, c'est-à-dire pas qu'il aurait pu le faire ou qu'il pourrait le faire, mais je pense qu'il le fait déjà. Et je pense qu'il le fait depuis déjà un petit peu avant, à partir du moment où le film a été sélectionné à Cannes, et quand il a commencé à voyager un peu partout dans le monde, et surtout à partir du moment où il a commencé à recevoir des prix, et que les gens ont commencé à s'intéresser à la problématique que le film traitait aussi, on a commencé à parler justement de ça. Donc je pense qu'il contribue activement à ce débat.
Et voilà, c'est un débat, comme vous dites, qui a été un petit peu, qui s'est un petit peu tu à partir du moment où Hajar Raïsouli a été gracié. Et c'est là, je pense, où il faut être conscient, où il faut se dire que il faut pas perdre cette énergie. Il faut trouver un moyen de la garder vivante. Il faut continuer à agir. Il faut pas, parce que c'est ça le problème, c'est que ce sont des victoires qui ne sont pas réellement des victoires. Ce sont des victoires qui peuvent, si elles s'accumulent, mener à de vraies victoires. Mais là, à mon avis, ça a été glorieux, tout ce qui s'est passé derrière, pour libérer cette femme, mais derrière, ça s'est tu de manière assez rapide. Et parmi les violences insoutenables qui nous parviennent contre les femmes au Maroc, il y en a encore eu un récemment, c'est la question des viols collectifs, il y en a encore eu un qui a été rendu public là, ces derniers jours, en début d'année. On a l'impression que l'électrochoc ne se produit pas. Il se produit, mais il se produit, et j'ai l'impression parfois que nous-mêmes, on le cantonne, qu'on ne le laisse pas justement se produire et prendre la dimension qu'il devrait prendre. Parce qu'il ne s'inscrit pas dans une durée, il ne s'inscrit pas dans une continuité. Et c'est pour ça que je pense que c'est vraiment un effort collectif. Et surtout de la part des femmes, parce que c'est quelque chose qui nous touche, nous, profondément. Et c'est là où je dis qu'il faut quand même continuer à s'organiser, continuer à agir et agir justement chacune à sa manière, contribuer. Moi, je contribue à travers le cinéma. Après, il y a plein de femmes que je vois autour de moi qui contribuent aussi à leur manière. Et c'est ça ce qu'il y a de beau, c'est de pouvoir faire bouger les choses ensemble. Et je pense que c'est là où on a une force véritable en tant que femme dans des pays comme le mien. Aujourd'hui, vous direz que vous êtes optimiste à l'aune de ce qui se produit au Maroc en matière de droits des femmes et de liberté individuelle plus généralement? Si, je suis optimiste, mais je pense justement qu'il faut pas lâcher, qu'il ne faut pas se contenter de victoires qui sont des victoires, mais qui peuvent ne pas les être réellement, qui peuvent avoir justement l'effet contraire au final. C'est de calmer nos esprits et de calmer nos pulsions de liberté, notre désir de liberté. Et donc je pense qu'il faut vraiment qu'on soit conscient de ça. Et je crois que oui, c'est possible de changer les choses. Mais encore une fois, c'est possible de changer les choses si on prend conscience de tout ça, si on prend conscience de notre force, ensemble. Et si on agit ensemble. Est-ce que ce film peut changer le regard d'une société sur ces mères célibataires, sur leurs enfants société, j'entends par là les hommes, mais aussi les femmes, parce que parfois les femmes sont leurs propres ennemies et elles peuvent regarder, on le voit dans le film d'ailleurs, il y a une scène où elle est partie à la boulangerie au four du quartier pour cuire justement ses rzizas, et elle est confrontée au candidaton, au commérage de femmes qui, de manière très directe et frontale, lui renvoie le fait que c'est une mère célibataire. Mais moi, je pense que ça, c'est la chose qui nous empêche, une des choses qui nous empêche le plus d'avancer, c'est justement cette société qui parfois est tellement dans le jugement, tellement dure, et les femmes sont très dures les unes avec les autres, justement. Pour moi, faire avancer les choses vraiment dépend du fait de faire avancer les mentalités, de changer les mentalités, de changer les regards. Parce que je pense que les lois peuvent évoluer, et elles évoluent, mais elles évoluent très lentement. Mais ce qui peut vraiment faire évoluer les choses, à mon avis, c'est un vrai changement de mentalité. Et le changement des mentalités passe par autre chose. Et justement, je pense que l'art a un vrai rôle à jouer là-dedans, et le cinéma. Alors le cinéma s'empare, en tout cas le cinéma marocain, mais pas seulement, on pourrait dire le cinéma maghrébin. D'ailleurs, on parle d'un renouveau. Vous me direz si pour vous, il y a un renouveau du cinéma maghrébin. En tout cas, on le voit en Algérie notamment. Est-ce que le cinéma peut être le lieu, justement, où on fait avancer la société ?
Vous savez, quand on lit, justement, vous m'avez parlé tout à l'heure, vous nous avez donné des chiffres d'enfants jetés dans les poubelles, d'avortements quotidiens, et ça c'est très intéressant et c'est très important parce que ça nous permet de savoir où on en est, ce qui se passe réellement autour de nous. Mais après, je pense que c'est très important de pouvoir aussi nourrir ça d'autre chose, c'est-à-dire nourrir ça d'une émotion, d'un ressenti, de quelque chose qui ne fait pas forcément appel à l'intellect, mais qui fait appel à d'autres sensations, à d'autres choses à l'intérieur de nous. Quand on rentre dans une salle de cinéma et quand on voit un film, et si on est vraiment dans la peau d'une mère célibataire et qu'on vit ce qu'elle vit, et qu'on souffre avec elle, et qu'on pleure avec elle, qu'on rit avec elle, en tout cas qu'on sent ces déchirures réellement, je pense qu'en sortant, on peut véritablement se poser des questions sans justement se les poser avec la tête, mais se les poser avec le cœur. Et je pense que quand ce lien se fait, qui se fait vraiment, on peut se remettre en question et on peut avoir une envie réelle de changer les choses. Ça peut changer notre regard, ou ça peut contribuer à ce changement-là en tout cas. Vos films peuvent contribuer en tous les cas à changer et à faire évoluer ces mentalités. Merci Mariam Touzani. Je vous rappelle la sortie de Adam ce mercredi 5 février au cinéma en France. À très bientôt pour un nouveau numéro de Maghreb Express.